dit théorie de la mesure, on entend par là intégration. Alors on peut parler de théorie de la mesure comme une mesure de quelque chose, un phénomène physique ou ce qu'on veut, ou théorie de la mesure quand on mesure une quantité, un objet dans lequel on va se retrouver à calculer des longueurs, calculer des surfaces, calculer des volumes, calculer n'importe quelle quantité où on doit en mesurer toutes les composantes, toutes les parties. Et c'est bien dans ce second sens qu'on va entendre mesure ici. Donc quand on dit théorie de la mesure, en pratique c'est une théorie de l'intégration. Et l'intégration qui s'est imposée, on va y revenir, c'est la théorie de l'intégration de Lebesgue. C'est une année un peu spéciale pour enseigner ça, puisque c'est l'année des 150 ans de Lebesgue, avec des célébrations qui vont avec. Sur le site de l'Académie des sciences, quelque part, vous trouverez une célébration de Lebesgue. C'est moi qui ai été invité par l'Académie à écrire le petit laïus qui évoquait les 150 ans de Lebesgue et de ses contributions. On y reviendra. Et pour commencer, dans cette première séance, on va parler de contexte historique et de motivation. Pourquoi une théorie de l'intégration? Pourquoi ça demande spécifiquement à être une théorie? Pourquoi elle s'est revue plusieurs fois? Pourquoi celle de Lebesgue en particulier s'est imposée? Cette première séance sera donc un peu plus générale, on verra sur l'introduction, un peu plus générale que les suivantes, qui seront l'occasion d'approfondir. Si le début vous semble un peu trop simple, n'ayez pas peur, ça se compliquera tant et plus. Dans la théorie de Lebesgue, il y a tellement de paradoxes et de choses qui sont incluses dans l'outil puissant que même pour les spécialistes, même pour les experts, même pour des gens comme moi qui ont utilisé littéralement des centaines de milliers de fois dans leurs écrits et leurs formules d'intégrale, il reste des choses qui sont presque mystérieuses. Fourier dégage les principes fondamentaux de ce qu'on appelle maintenant l'analyse de Fourier. Premièrement, une fonction, pas trop dégoûtante, peut s'écrire, peut se développer comme une somme de sinusoïdes, qui sont comme un alphabet élémentaire dans lequel on peut écrire toutes les fonctions. Deuxièmement, on reviendra sur tout ça plus tard, hein, ici on est sur la fresque historique. Deuxièmement, plus la fonction est lisse, moins les grandes fréquences sont représentées. Donc, il fait un lien ainsi entre la régularité et ses coefficients de Fourier, qui sont obtenus par des formules intégrales. Il y a un troisième principe, qui n'est pas explicité au moment du temps de Fourier et qui sera plus tard, qu'on appelle aujourd'hui principe d'incertitude, disant que c'est impossible qu'un signal soit à la fois parfaitement localisé en fréquence et parfaitement localisé en position. En tout cas, Fourier dégage ces grands principes et il fait le lien donc entre intégration et régularité. Et ça, c'est un nouveau chapitre de l'analyse qui s'ouvre, dans lequel on pourra parler de régularité avec le langage de l'intégration. Et du fait qu'on est amené, pour résoudre ces équations de la physique, à résoudre des équations portant sur des fonctions un peu quelconques, il va y avoir une motivation considérable pour généraliser la notion de fonction. On va encore moins qu'avant travailler sur des fonctions explicitement données par des formules, mais se demander qu'est-ce que c'est qu'une fonction en général, qu'est-ce que c'est que l'ensemble des fonctions. Et ce sont des préoccupations qui se développent au cours du XIXe siècle. Vers la deuxième moitié, de 1850 jusqu'à fin du XIXe siècle, on se retrouve à travailler de plus en plus sur des fonctions générales ou génériques et à développer le langage de la théorie des ensembles. Et puis l'analyse est reprise à ses bases. Les grands noms de l'époque sont Cantor pour la théorie des ensembles, Weierstrass,
et Riemann. De cette époque, les années 1850, date l'intégrale de Riemann. Tout le monde ici a suivi un cours sur l'intégrale de Riemann? Qui n'a pas suivi de cours sur l'intégrale de Riemann? Parce que personne. Dans tous les cas, on reviendra dessus, mais c'est pas mal en préliminaire de se rafraîchir, que vous rafraîchissiez les idées sur l'intégrale de Riemann. Que dit Riemann? On se donne une fonction. Ici, elle a... Alors, on ne va pas la dessiner continue. On ne va pas la prendre continue. Elle peut être a priori irrégulière. Voilà, mettons que là, elle soit comme ça. Là, elle soit comme ça. Comme ça, et que la valeur ici soit là. Et on veut en trouver l'intégrale. Au tout début, une des premières méthodes, quand il y avait le calcul différentiel, au début, une des premières méthodes de calcul d'intégrale, c'est de trouver une primitive. Une fois qu'on a une primitive, la différence des valeurs de la primitive vous donne l'intégrale sur l'intervalle correspondant. Si vous n'avez pas de primitive, vous allez chercher à raisonner en fonction d'air sous la courbe. Et Riemann vous dit, ce qu'on sait calculer, les aires qu'on sait calculer, c'est celles qui sont faites de union de rectangles, parce que l'aire d'un rectangle, on sait ce que c'est, et donc l'aire d'une fonction dont le graphe est un ensemble de rectangles, on saura ce que c'est. Et donc on va chercher à approcher la fonction par au-dessus et par en dessous, par des fonctions dont le graphe est une série de rectangles, des fonctions en escalier. Chose comme ça. Par en dessous et par au-dessus. Et ainsi de suite. Et on définit l'intégrale d'une fonction en escalier. Alors, même ça, il y a un petit raisonnement à faire, parce que là, je vous écris une fonction en escalier. Évidemment, elle est donnée par un ensemble fini de données. Ce sont les intervalles et les valeurs. Mais il faut vérifier que c'est indépendant du choix de ces intervalles. Par exemple, là, quand je vois le graphe de la fonction, mettons que ce soit là-dessus, j'ai bien évidemment envie de la découper en 5 intervalles. Mais si ça se trouve, ne sachant pas exactement les valeurs, j'aurais envie de la développer en 7 intervalles plutôt, en subdivisant certains intervalles. Évidemment, c'est cohérent, il y a un petit raisonnement à faire pour bien le montrer, que quelle que soit la façon dont ma fonction s'écrit comme une somme de fonctions indicatrices d'intervalles, quand je vais ajouter toutes les aires des rectangles qui constituent le graphe, j'obtiendrai le même nombre à la fin. Et ce nombre, ça va être l'intégrale de la fonction en escalier. Alors si ici la longueur est égale à AI, et la valeur, ici c'est l'axe 0, et la valeur est égale à YI, l'intégrale de cette fonction f, ici ce sera la somme des AI, YI. Alors on définit l'intégrale de fonction en escalier, et puis on regarde, on considère d'une part la plus grande intégrale, le sub de l'intégrale de f de g, telle que g est en escalier et g est inférieur ou égal à f, et d'autre part la plus petite intégrale de fonction en escalier majorant la fonction f. h est en escalier et h supérieur ou égal à f. Si ces deux nombres sont égaux, on dit que f est Riemann intégrable. Et l'intégrale, au sens de Riemann de f, est égale à cette valeur commune. À la fois le sup de l'intégrale des fonctions en escalier ignorantes et l'inf des
des intégrales de fonctions d'escalier majorantes. Ici, tout va bien? J'ai entendu oui. On est dans une époque où il y a besoin de s'approprier autant que possible les différentes notions, de raisonner de plus en plus abstraitement. Et encore, ça ne suffira pas, puisqu'on se rend compte au tout début du XXe siècle qu'il y a des problèmes logiques impossibles à résoudre dans le niveau de formalisme qui était là. C'était le fameux paradoxe de Russell et autres. Et vous avez une nouvelle couche de refonte et de redéfinition sur ces bases de l'ensemble de l'édifice mathématique au début du XXe siècle. C'est précisément à ce moment-là que surgit le chapitre suivant dans l'histoire qui s'appelle l'intégrale de Lebesgue. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur le contexte dans l'intégrale de Lebesgue? D'abord, on est dans un contexte français, c'est pas seulement Lebesgue, mais aussi ses contemporains Borel et Baire, qui sont occupés qui s'intéressent à définir comment décrire les ensembles de façon générale, les ouverts, les fermés, leurs unions, leurs intersections, quels sont les ensembles qu'on peut considérer, définir, manipuler. Et donc c'est ce qu'on appelle les ensembles mesurables, les ensembles boréliens, les ensembles au sens de Baire, on reviendra là-dedans. Mais donc il y a ce contexte de mathématiques françaises où on s'intéresse à la description des ensembles, et Lebesgue qui arrive et qui va avoir la bonne façon de gérer les choses pour définir l'intégrale. Donc ça c'est le chapitre suivant, tout début du XXe siècle. C'est dès la thèse qu'apparaît sa mesure, dite mesure de Lebesgue. Écoutez-le vous en parler. Lebesgue lui-même. Je dois payer une certaine somme, je fouille dans mes poches et j'en sors des pièces et des billets de différentes valeurs. Je les verse à mon créancier dans l'ordre où elles se présentent, jusqu'à atteindre le total de ma dette. C'est l'intégrale de Riemann. Mais je peux opérer autrement. Ayant sorti tout mon argent, je réunis les billets de même valeur, les pièces semblables, et j'effectue le paiement en donnant ensemble les signes monétaires de même valeur. C'est mon intégrale. Tel que présenté comme ça, on peut dire « Ah oui, c'est tout bête, il faut y penser. C'est une sommation en tranche horizontale et en tranche verticale. Le fait qu'il se soit écoulé presque 1000 ans entre le moment où on a commencé à raisonner verticalement et le moment où on a commencé à raisonner horizontalement, vous montre bien que ce n'est pas si facile. Et il y avait plusieurs raisons conceptuelles fondamentales pour que ça ait attendu aussi longtemps. Ça le rend plus abstrait, on y reviendra, plus abstrait et moins simple à calculer, l'intégrale de Lebesgue que l'intégrale de Riemann, mais ça lui donne une puissance en matière de gestion de problèmes, de généralisation et en particulier de passage à la limite, qui est juste inimaginable. Donc on va revenir et je vais vous faire les deux dessins ici qui vont illustrer ça. Alors, je vais faire là même genre de fonction ici. Alors, toujours on se met en dimension 1. Hein. Ça peut être encore plus compliqué, hein, peut-être des oscillations comme ça, qui s'effondrent. Et ici donc comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ça c'est Riemann. Je vais mettre une fonction d'escalier en dessous, avec peut-être des tailles différentes, vous voyez, entre les... au fond, vous voyez bien là. Voilà, ça c'est Riemann. Et alors, il faudrait, je ne vais pas les faire tous, mais il faudrait que je fasse aussi ceux du dessus, quoi, vous voyez, etc. Et maintenant, je vais faire le Lebesgue.
Ouais, ici c'est la même valeur. Ici et là. Ah oui, là je n'ai pas respecté, pardon. Donc il faut faire ici. Voilà. Donc, par rapport à l'analogie, celle que je viens de vous lire concernant le beg, il faut imaginer que là c'est le temps, et qu'au fur et à mesure du temps, vous avez des échéances, vous avez une certaine somme qui arrive. L'intégrale de la somme de toutes les sommes, si vous voulez, c'est la somme totale au cours du temps que vous allez reverser. Et ici, au fur et à mesure que ça se présente, vous donnez ce qui vous tombe, tandis que ici, vous commencez par attendre que tout le temps soit écoulé, et vous commencez par ici. Ça, c'est par exemple 1 euro, 2 euros, 3 euros, etc. Ici, vous avez la somme en argent, c'est l'axe vertical. Donc, dans un cas, ce qui est très important, c'est l'espace de départ. Dans l'autre cas, ce qui est très important, c'est l'espace d'arrivée. Dans un cas, le fait que la fonction soit définie sur les réels ou les entiers ou n'importe quel espace, c'est très important. Et dans le second cas, on s'en fiche un peu. Ce qui va donner à ce procédé de l'intégrale de Lebesgue une fluidité considérable. On est sur des fonctions à valeur réelle, donc l'espace d'arrivée, on sait toujours ce que c'est. C'est toujours l'espace des réels. Et on se fiche un peu, beaucoup, de savoir exactement quelle est la structure de l'espace de départ dans le procédé de Lebesgue. Ce qui va être utile dans certaines catégories de phase dans des proportions considérables. À grands traits, les évolutions qui viennent ensuite, et qu'on aura l'occasion de revoir et de reprendre. D'abord, donc ça, on est dans le tout début du XXe siècle. Et les procédés, la théorie est vite, assez vite reprise, et en particulier, dans la foulée, vous avez la naissance de l'analyse fonctionnelle. Où on cherche à faire des raisonnements mathématiques en s'intéressant à l'espace géométrique de l'ensemble des fonctions, avec des raisonnements sur tout un ensemble de fonctions. Et d'habitude, on dit un espace de fonctions. Il y avait un cours d'espace de fonctions par ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, l'espace fonctionnel. Et ces espaces des fonctions, ce n'est pas juste l'ensemble de toutes les fonctions, c'est l'ensemble de toutes les fonctions avec une structure. Une distance, un produit scalaire parfois, quelque chose qui met des relations, qui met de la géométrie sur cet espace. La démarche est implicite déjà à partir de Fourier, et elle est rendue explicite dans la foulée de la découverte de Lebesgue, en particulier par le groupe d'analyse fonctionnelle polonais, des gens comme Steinhaus, Nicodime, un certain nombre, et le plus brillant et le plus emblématique, Banach, qui explicitement reprennent dans les idées de Lebesgue le fondement de leur façon de faire les choses et introduisent la fameuse notation des espaces LP, les espaces de Lebesgue, en définissant la norme LP d'une fonction f comme l'intégrale de f à la puissance p 1 sur p. Et puis s'ensuit tout un ensemble de considérations et de réflexions là-dessus.